de construction. On embauche 85 personnes, plus une quarantaine d'intérimaires à venir. On intervient sur 4 secteurs d'activité différents. Donc le gros œuvre, construction, maçonnerie, l'entreprise générale, la conceptualisation et la préfabrication. Aujourd'hui, on est sur une préfabrication béton, donc un produit totalement gris. Et on s'est tourné justement sur la construction de panneaux préfabriqués en béton de chanvre. On n'aura pas forcément de photos parce qu'on est sur brevet et sur la détention d'ATEX. C'est un projet qu'on mène de front avec une équipe. C'est quelque chose d'assez complexe où on travaille dessus depuis 2023. On a mis des moyens qui va quasiment 1 million d'euros sur la R&D. Et après, on a quasiment 2 millions d'euros après d'investissement pour développer l'outil dans sa globalité. Donc on a fait le choix du chanvre pour 2 raisons. La première, il fallait qu'on revalorise un peu nos métiers. On est un petit peu le vilain petit canard du bâtiment, le gros œuvre. On est ultra polluant parce qu'on travaille avec des produits qui le sont. Nous, on est plutôt bienveillant sur tout ce qui est RSE et bilan carbone, etc. Mais tous les intrants qu'on utilise sont ultra polluants, le béton et l'acier. Donc on a décidé de se retourner sur quelque chose de biosourcé, quelque chose qu'on maîtrise puisque ça reste des éléments de façade et structurels, ou pas d'ailleurs. On peut travailler sur du MOB ou sur de la FOB. Et donc on développe des panneaux en béton de chanvre préfabriqués dans notre unité de fabrication chez Montrolatu avec Béton Solutions. Voilà, donc c'est un projet qui devrait aboutir 2026 avec un petit peu de retard parce qu'on est sous ATEX et avec le CSTB et les règles pro et toutes ces choses qui sont administrativement lourdes et coûteuses. Parce qu'on fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests sur ce produit. Mais on devrait lancer le premier chantier qui est notre extension des bureaux, normalement printemps 2026. Juste pour préciser, l'intérêt aussi que vous avez à travailler avec des acteurs de la région, mais même encore plus serré que la région, c'est-à-dire que dans le développement de votre projet, il y a quand même cette volonté de connecter les acteurs du territoire. Est-ce que tu peux... Alors je sais qu'il y a un sujet dont tu ne peux pas parler, mais... Non mais là je peux en parler. En fait, c'est un travail d'équipe. En fait, on a voulu accompagner la filière aussi, on travaille avec la filière locale, c'est-à-dire extrêmement locale. On avance avec Grand Poitiers justement sur la production. Donc, on n'est pas producteur, on n'est pas agriculteur, mais on a un gros besoin. C'est-à-dire qu'en 2026-2027, on va avoir besoin quasiment de 160 hectares de production. Et aujourd'hui, le marché actuel ne permet pas d'absorber le besoin qu'on va avoir. Donc on avance avec la filière, on avance avec les acteurs locaux pour produire ce besoin. Nous, on a un gros besoin de matières premières. Il faut absolument qu'on ait cette matière première lors de nos premiers essais, de notre première construction. Mais l'idée, c'est pas d'aller chercher la chaîne botte à l'autre bout de la France, c'est d'avoir de la chaîne botte extrêmement locale, avec des matériaux locaux. On travaille avec Saint-Astier pour la chaux, par exemple. On travaille avec Chambon-Lois actuellement pour la chaîne botte. Le bois, ça vient de Limoges, et tous les acteurs sont de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ça, on y tient vraiment. Ça reste un produit local. Il faut que ce soit le plus proche possible de notre outil de production. Et nous, notre zone de chalandise, en tout cas, ce qu'on veut produire, doit rester aussi régional. C'est notre volonté. Merci Xavier. Merci beaucoup. Benoît, je t'invite à nous rejoindre également. Ultra Construction, tu vas présenter ton entreprise, mais tu nous viens de Gironde. Et Benoît, vous le retrouvez en vidéo aussi. N'oubliez pas de regarder la télé dans le hall.
Bonjour à toutes et tous. Donc, Benoît Duret, je travaille dans une entreprise familiale que je gère avec mon frère. Nous sommes basés en Gironde, près de Libourne-Saint-Émilion. C'est un groupe familial, nous sommes une vingtaine de salariés et nous avons développé depuis maintenant 2-3 ans une filiale qui s'appelle Ultra Construction pour toutes nos activités en maçonnerie bio et géosourcée. Nous sommes arrivés à la maçonnerie biosourcée, donc c'est mon père qui avait commencé par initiative de la Chambre de métiers de la Gironde, qui avait formé un certain nombre d'artisans à l'utilisation du chanvre. L'un des premières chambres en France était, je crois, dans les années 1993-1994, avec Isochanvre. Nous travaillions ça à l'époque avec les chaux BUM. Pourquoi? Ça, c'est un mystère, mais en tout cas j'en ai pas mal mis en œuvre jusqu'au début des années 2000. J'ai intégré l'entreprise en 1999, on a continué avec ces matériaux. Nous utilisions le chanvre principalement chez des professionnels, donc dans quelques châteaux du Libournais qui étaient un petit peu en avance par rapport à d'autres sur l'utilisation de matériaux les plus simples possibles. Donc biobriques, chanvre en toiture, chanvre sur les murs, sur la pierre, etc. Et chez des particuliers avec des techniques principalement de mise en œuvre à la main, un type rendu hydrothermique, où on faisait beaucoup du coffret branché à l'époque de l'appellation de branchant. Le temps a passé, nous en faisions quelques chantiers par an, ça représentait de faibles volumes. Et il s'avère que un de nos fournisseurs, Arboga en Gironde, ainsi qu'à l'époque VCB Tradical, était venu me voir pour me proposer d'investir sur une machine à projeter. Ça, c'était il y a une dizaine d'années, donc nous avons investi sur une 3CM il y a en 2015. Et depuis lors, après, les volumes ont beaucoup augmenté parce qu'on pouvait faire des chantiers de chanvre avec des tarifs qui étaient nettement plus abordables pour la clientèle. Et ça a permis de démocratiser l'utilisation de ces techniques-là et d'augmenter sérieusement nos volumes réalisés. D'où l'idée après de continuer à développer ces activités, de les sortir de l'entreprise de base qui est une entreprise principalement de taille de pierre et de rénovation du bâti ancien. Nous faisons également un peu de gros œuvres, mais ça représente moins de 30%. Et cette activité de chambre nous a amené à se diversifier sur toutes les autres activités qui peuvent toucher les maçons, que sont le travail de la terre crue, bien entendu, le travail de la paille, ou des différentes pailles pour le chanvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes adhérents de l'ensemble des filières et administrateurs ODIS, donc tout ce qui touche à résonance paille, bien entendu, tout ce qui touche à la terre crue. Et le chanvre également, donc là vous allez voir quelques réalisations qu'on a pu faire autour de chez nous, le marché public, le marché privé. Il n'y a que du chanvre, voilà. Il n'y a pas de projet paille. Vous avez du chaud chanvre, du terre chanvre, donc de la terre allégée, en haut à gauche c'est de la terre allégée. En marché privé, en marché public, en haut à gauche c'est en Dordogne, cette rénovation de logement c'est en terre allégée. Nous sommes assurés en TNC sur la partie terre allégée, grâce à une formation que j'avais fait il y a 3-4 ans avec Arthur Éloin qui doit intervenir aujourd'hui. Il est là. Bonjour. Quoi, ça marche, on en fait après. Et également, ce qui est important, donc, je travaillais beaucoup avec les chaudes radicales il y a quelques années, beaucoup avec Saint-Acier aujourd'hui. Donc une chaux locale, un chanvre local, ça c'est un petit peu plus complexe, en tout cas c'était plus complexe ces dernières années, d'où mon investissement chez Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Je suis de Gironde, une filière est née grâce à la Chambre d'agriculture, Chambre du Libournais.
Je les ai accompagnés, j'ai intégré, donc maintenant je suis adhérent au chanvre du Libournais, dans l'espoir de pouvoir avoir du chanvre qui soit cultivé, transformé localement et pouvoir être utilisé en filière courte sur les bâtiments que je peux rénover ou les marchés publics qui pourraient venir. Donc je crois que cette année c'est une douzaine d'hectares ou une quinzaine d'hectares qui ont été plantés. Les volumes augmentent, mais c'est vrai que le développement est lent parce que l'association est née en 2025, donc c'est tout récent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là, c'est du béton de chanvre de Saint-Astier avec des enduits de finition chauds, mais avec avec une couleur qui ressemble à la terre. Numéro 29 de chez eux, et c'est au château Cheval Blanc à Saint-Émilion pour des bâtiments annexes. Il y avait l'école de musique là. Oui, alors là vous voyez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce que je fais du bloc aussi, donc je préfère le dire, la photo du milieu, le bloc de chambre, on ne doit pas le jointer comme il a été fait, mais j'avais pas d'autres photos à montrer pour du bloc, et donc par-dessus nous avons fait des enduits de terre. Et c'était du bloc de chez Biosis. Donc je remercie Championnet de l'Aquitaine et Odis de m'avoir invité à venir témoigner pour les activités autour du champ. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Comme on voit, la filière elle progresse à mesure que les personnes arrivent, et donc ça implique aussi forcément de travailler sur le volet formation pour tous. Et donc la formation à tous les niveaux, le chanvre à tous les niveaux, y compris donc de la production. On commence à la production, on vous a parlé du groupe de travail sur la production, et donc on va démarrer en 2026. Le développement, en plus de l'accompagnement, on veut formaliser, on veut professionnaliser tout le monde. Donc, on met en place des cadres de référence. On a commencé en 2025 par le cadre de référence pour les formations au béton de chanvre, que vous avez vu. Donc, c'est un partenariat avec la région. Pourquoi? Parce que quand une maîtrise d'ouvrage a besoin de rédiger des cahiers des charges, elle a besoin de savoir sur quoi s'appuyer. Ça va lui servir. Et nous, on veut s'assurer que dans toute la région, les formations qui sont dispensées soient dispensées par des formateurs de construire en chambre et qui aient les plateaux techniques nécessaires. Donc on a travaillé avec Saint-Astier, avec les formateurs de construire en chambre, pour avoir ce cadre des références que nous allons diffuser en 2026 et dans les plateaux techniques, et que nous allons développer un peu partout de façon à avoir des pôles capables de répandre les règles professionnelles de façon très précise et de façon à ce que ce soit très utile. Avec ce cadre de référence, on forme de la maîtrise d'œuvre, on forme des artisans aussi qui s'intéressent à cette formation MOE. On travaille aussi en amont pour avoir des gens qui viennent se former. On a des journées de sensibilisation au niveau de l'association, on fait beaucoup de journées qu'on appelle des journées de main à la pâte, avec main à la pâte aussi parce qu'il y a des repas aussi, avec du chanvre. Non, je plaisante. Mais par contre, il faut que les gens maîtrisent la matière, il faut qu'ils touchent la matière. On fait à la fois sur terre et chanvre et avec chaud et chanvre. On en fait un peu partout dans la région. La prochaine sera à Saint-Astier début décembre, par exemple. Le 2 décembre, voilà. Et donc, tous ceux qui s'intéressent sont invités à aller à Saint-Astier, visiteront aussi la carrière. Et donc, c'est important d'avoir un maximum de gens qui connaissent le matériau. Les journées de sensibilisation sont là simplement pour sensibiliser aux besoins de formation et parler autour les gens. Ils doivent savoir que c'est un matériau qui est utile pour eux, qu'ils soient artisans, qu'ils soient même, il y a des particuliers qui viennent. Mais c'est le monde de l'entreprise qui nous intéresse en premier. On travaille aussi beaucoup, donc comme on vous en a parlé du CFA BTP, des lycées professionnels. 2026 veut dire cadre de référence pour la formation dans les établissements d'enseignement professionnel. On va mettre l'accent sur des journées de formation dédiées aux enseignants.
Et on va aussi continuer à développer, on travaille avec les agriculteurs. On a Chambre-Mélois qui accompagne les groupements dans leur formation. On a besoin de développer un cahier de formation, des outils, des OAD aussi, et toutes sortes d'outils pour que le producteur, pour que les groupements puissent eux-mêmes trouver des réponses à leurs questions. On a la création de supports à faire, plus des journées d'accompagnement, des journées de formation. Donc on va travailler avec le lycée agricole de Nemours, par exemple. On va commencer à travailler avec eux en 2026 pour rédiger tout un tas de supports, de formation, de référentiels, de formation pour les lycées agricoles. Vous voyez, on veut mettre de la cohérence, on veut professionnaliser. La professionnalisation va de la production au bâti. Il est très important aussi de former même les applicateurs. Quand un architecte décide d'utiliser du chanvre, il doit sélectionner son entreprise. Son entreprise doit respecter les 4 piliers qu'il faut pour pouvoir travailler correctement avec les règles professionnelles. Et on réfléchit à répondre à une demande. Un professionnel, c'est pas parce qu'il a fait une formation applicateur qu'il va savoir faire, il faut de l'expérience, il faut du temps. Donc on va travailler, construire en champ pour savoir comment pouvoir suivre les gens qui ont été formés à l'application, les entreprises, pour savoir quel soutien on peut leur apporter. Voilà un petit peu, grosso modo, le travail de l'association en la matière. Merci Alain pour ces précisions. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a quelques questions ou tu voulais compléter? Je pense qu'il y a encore une chose. Je voulais juste finir là-dessus parce qu'on a encore plein de questions à traiter et ça nous semblait important de faire cet état des lieux. On sait bien qu'il y a encore pas mal de défis à relever. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a un outil grâce au travail qui a été fait ces 25-30 dernières années. On a un outil aujourd'hui sur le territoire qui existe et c'est une vraie richesse. Cet outil il est duplicable. Aujourd'hui, on a 2-3 bassins assez matures qui sont prêts à s'engager sur cette filière-là, sur ce modèle économique-là, avec un business plan qui semble assez cohérent et viable, et surtout qui est en adéquation avec l'état de la demande. Voilà. On a vu avec l'expérience de Xavier et l'entreprise Noro là-dessus, il faut qu'on puisse assurer la disponibilité, la mise à disposition d'un produit fiable et labellisé, ce qui permet aussi d'encourager les paysans à s'engager dans la production, puisqu'à un moment donné, le rapprochement des deux fait qu'on a une garantie à l'utilisation du produit, donc à la commercialisation du produit. Et il faut montrer les choses sur lesquelles il faut qu'on insiste dans chaque bassin. Par contre, c'est face à la production, assurer quelque part l'achat, le développement de la mise en place. Effectivement, nos groupements, on les professionnalise aussi pour qu'ils sachent commercialiser. De la graine, de la paille, tout, ils doivent pouvoir valoriser toute la plante. Donc il y a un travail aussi de la part de Chambre de l'Aquitaine sur la partie justement valorisation de la laine de chanvre, qui semble fondamentale vu les quantités produites, et qui est un des objectifs de 2026. Chambre de l'Aquitaine. C'est continuer à fiabiliser vraiment ce travail. Développement des marchés avec tous les acteurs, donc tous les acteurs de la filière, donc tous les segments de la filière sont intéressants, donc sont intéressants aussi pour être adhérents de l'association. On a besoin de voir tout le monde, on a des producteurs, on a des artisans, des architectes, mais des enseignants aussi, on a besoin de tous les secteurs, des enseignants, des formateurs, on associe tout le monde et on travaille ensemble pour le développement de la filière. On n'a pas de bulletin de souscription ici, mais vous pouvez aller sur le site si vous l'avez. Il y a une question, c'est ça? Je pense, enfin, sauf si vous avez des compléments. Mais... Oui, vous voulez dire que le but c'est de mettre une pérennité dans l'achat de ce qui est produit localement, mais de ce que j'ai cru percevoir des témoignages notamment d'Arthur Moreau et des professionnels, le facteur limitant aujourd'hui c'est plus la production, j'ai l'impression. C'est-à-dire réussir à trouver du champ de produits, donc l'usine d'Arthur Moreau nécessite presque la moitié de la production de la région juste pour eux, juste pour leur panneau. Et donc moi c'est aussi la problématique que je rencontre,
moi j'étais sur la carte à Bordeaux, Bordeaux côté Landes, entre Bordeaux et Bayonne, rien, il n'y a pas un champ, un hectare, il n'y a rien. Trouver de la chaîne boîte locale, il faut aller dans le Bornée, il faut venir dans le Poitou. Et j'en profite de la présence de M. Rioux aussi, pour savoir si, dans le fait que la production locale par cluster, même par département, soit un facteur limitant, est-ce qu'il y a des politiques ou des initiatives qui vont être mises en place au niveau de la région, d'un point de vue agriculture, pour essayer de motiver et de sensibiliser les agriculteurs à cette nouvelle culture, qui peut apporter en termes d'économie d'eau d'énormes progrès, en termes de stabilisation des ressources pour les agriculteurs aussi, parce que je pense notamment là, où je vois que la culture du pain est la seule chose qui fait tourner la région, et où je me dis que la plantation de champs pourrait aider à diversifier les revenus, à minimiser les risques liés aux incendies, liés aux maladies, ce genre de choses. Et donc je veux savoir si d'un point de vue régional, il y a des choses qui sont envisagées. Nous le souhaiterions, mais réglementairement la chose aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons plus la main sur ce qu'on appelle le second pilier de la PAC, qui est l'objet du développement rural, qui permettait notamment d'envisager de créer à notre main des mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont des mesures surfaciques, qui auraient pu, par exemple, générer la possibilité que la région ou d'autres régions, celle-ci ou d'autres, notifient des mesures environnementales et climatiques dans le cadre du plan stratégique national, notifié à Bruxelles. Et depuis cette programmation 2021-2027, les mesures surfaciques sont remontées en gestion ministérielle, en gestion État. Donc la région n'a plus la main sur des mesures surfaciques, comme par exemple l'agriculture biologique. Vous avez vu disparaître les mesures au maintien, l'agriculture biologique, dite MAB. La région, sur fonds propres, a pu continuer tant qu'elle l'a pu. Aujourd'hui, c'est plus possible, et puis réglementairement, ça posait des questions. Voilà. Donc, on est surfacique, analyser la fonctionnalité. Ça, réglementairement, c'est plus possible. On verra comment il peut y avoir une évolution et peut-être que l'ingénieur pourra compléter la réponse du ministère. Ça, c'est un problème. Par contre, on aide à d'autres niveaux. D'abord, on aide Chambre Nouvelle-Aquitaine dans son développement, ce qui est une aide indirecte aux agriculteurs. On va pouvoir aider aussi sur l'investissement, ce qu'on appelle des PCE, des plans de compétitivité et d'adaptation des entreprises, pour l'investissement notamment pour les agriculteurs sur les clusters, sur la machine de défibrage pour le chaîne-boc. Voilà les aides qu'aujourd'hui on peut offrir pour le développement de la filière et puis la parole politique. Vous savez, on a une difficulté budgétaire que personne ne doit méconnaître dans cette enceinte. Les collectivités locales sont dans le viseur du plan de la loi de finances, de la loi de finances 2026, à hauteur peut-être de 5 milliards d'euros. Donc on va avoir une situation budgétaire extrêmement compliquée. C'est vrai pour les départements, vous avez entendu parler notamment en Gironde, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des régions, voire des collectivités infra, qui sont pour l'instant moins touchées. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse des choix, qui vont être des choix forts. On va continuer d'accompagner la filière chambre, mais je crois avoir répondu un peu intégralement sur la question. Après, il y a de l'animation aussi à travers le programme ressources, dont quelqu'un parlait tout à l'heure. C'est la coordination du programme ressources est faite par la région avec les partenaires agences de l'eau. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi de l'animation avec nos animateurs locaux, ressources. Mais si la question est une aide fonctionnelle, directe, aujourd'hui, c'est pas possible à l'hectare. Par contre, moi, cette question, ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur le cadre, par exemple, de la moitié de la consommation potentielle faite par l'entreprise Mocolatu, par exemple, ou d'autres, me pose la question de la contractualisation 3 ans, 5 ans, entre un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs et une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une coopérative agricole. Ça a été essayé, alors quelques-uns l'ont réussi, mais c'est vrai que cette forme cluster qu'on veut développer, d'économie territoriale un peu partout en région, c'est pas forcément l'entrée évidente par la coopération agricole. Par contre, est-ce qu'il y aurait moyen de penser de la contractualisation directe entre agriculteurs et utilisateurs directs
ça reste peut-être à réfléchir et peut-être que le champ de l'Aquitaine pourrait accompagner cette réflexion contractuelle qui pose la question du droit des contrats. Effectivement, on y travaille, c'est une piste de travail intéressante. Pourquoi? Parce que déjà pour la production, l'intérêt c'est de mutualiser la gestion du foncier. On a des rotations à 6 ans. Une rotation à 6 ans, si on veut 80 hectares minimum pour la production, pour avoir un minimum de production pour alimenter nos relais, on a besoin d'avoir une mutualisation du foncier. Pour parler des aides, on est passé effectivement à un régime où il est quand même intéressant de cultiver en bio chez nous. Pourquoi? Parce que si on est dans le programme ressources, si on est dans une zone de protection des aires d'alimentation de captage, on bénéficie de l'éco-régime. C'est à un niveau national, c'est pas, à mon sens, c'est pas assez intéressant pour un agriculteur, mais l'agriculteur chez nous, il valorise de la graine, de la paille, même les poussières, il valorise tout. On travaille pour que tout soit le plus possible valorisé dans la production pour justement augmenter le revenu de l'agriculteur. Et effectivement, c'est une gestion qui doit être collective. Chaque agriculteur n'a pas à investir dans son unité de défibrage, c'est un groupement qui investit. Et on a différentes formes d'aide. M. Rigou vous a dit aide à l'investissement. Effectivement, c'est un investissement de à peu près 500 000 € à peu près pour une unité de défibrage. C'est nettement moins important que 5-6 millions d'euros pour une grosse usine. Par contre, c'est plus rapidement rentable vu les surfaces qu'on peut mettre derrière. Donc c'est normal. On essaie de combiner toutes les possibilités, y compris avoir des formes différentes. Nos groupements n'ont pas la même forme juridique. On adapte les formes juridiques aux groupements qui se créent, aux besoins locaux et au contexte local. Donc, tous les financements que peut capter un groupement sont complémentaires. On travaille dans ce sens-là. Si je peux rajouter juste 2 petits points, et je te passerai la parole d'ailleurs. 2 petits points par rapport à votre question justement sur les territoires. On parlait dans les Landes. Alors, effectivement, si c'est compliqué sur le terrain politique, on continue l'animation. On a une animation qui se fait sur ces territoires-là. On rencontre les agriculteurs, on voit les difficultés qu'ils peuvent avoir, et je pense qu'Hubert pourra en parler également, parce qu'il les accompagne également sur ces sujets. Les terres de Poitou-Charentes ne sont pas les mêmes que dans les Landes, on est bien d'accord. Les configurations sont différentes, on est sur des modes de culture qui sont aussi difficiles, enfin, très compliqués. Dans la mutation en tout cas des pratiques agricoles, c'est compliqué. Donc on a tout ce travail-là aussi à faire. Bon, ce travail, il est fait, il est en cours, il ne va certainement pas assez vite, mais en tout cas, il est fait. Le deuxième point que je voulais rajouter, c'était, je ne sais plus, je ne sais pas, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, Hubert, tu veux une information? Oui, bonjour, je suis Hubert Rinaldi, donc j'accompagne tous les groupes qui sont dans la Nouvelle-Aquitaine pour la partie culture et puis autres. Le premier problème qu'on a aujourd'hui, c'est pour la production. S'il n'y avait pas la charte d'engagement, on met de l'engrais et ça va pousser. Le champ, il n'y a aucun souci, il pousse dès qu'il y a un peu d'engrais, un peu d'eau. Le résultat, on est sûr. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Aujourd'hui, là, on est là pour protéger la ressource en eau. Donc, ce que je veux, moi, c'est là-dessus qu'on se bat. On ne veut surtout pas rapporter des engrais ou des choses de synthèse. Donc le truc, on travaille qu'avec la matière organique et avec un sol. Le problème là où on se heurte aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de sol vivant, quelle que soit la région de France. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on réinvente, enfin, on ne réinvente pas. Il faut réapprendre aux agriculteurs à faire travailler un sol. Chose très facile à dire, mais très compliquée sur le terrain. Donc, j'ai mis force, c'est par les intercultures, c'est par leur méthode de travail. Et faire changer un agriculteur, c'est très compliqué, je peux vous le dire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est de les faire travailler ensemble. Parce que si vous voulez que ça marche dans le champ, il faut qu'ils travaillent ensemble. Si on veut faire des économies d'échelle, entre guillemets, c'est le deuxième point. Mais je commence à voir des premiers résultats, parce que bon, j'ai commencé les formations d'une certaine manière. Je pensais que dans tous les coins de France, tout le monde savait ce que c'était un sol vivant. Erreur. Je me suis bien planté sur le sujet, c'était complètement à côté de la plaque. C'est vrai que dans notre coin, Chambres-Mélois, on n'a pas ce souci, parce qu'on est tous en polyculture élevage et on est conscience de ce problème-là. Mais vous prenez partout ailleurs, malheureusement, on est complètement
à la ramasse. Mais on va y arriver, il ne faut pas s'affoler. Juste une petite précision pour le point qui concerne